Je fais l'ouverture, mais bon. Bonjour à tous. Nous avons quelques minutes de retard, je m'en excuse, mais bon, les échanges pourront tout de même se faire avec le conférencier. Donc je suis très heureuse d'être là cet après-midi pour l'ouverture de ce cycle de conférences autour des métiers d'art, de la mode et du luxe. Ce cycle comprend 5 conférences d'1h30 chacune qui sont réparties sur 2023-2024 et qui sont proposées par le campus des métiers et des qualifications, design, matériaux et innovation. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Céline Dran, la directrice opérationnelle du campus. Alors rapidement, un campus, en fait, c'est un réseau d'acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui comprend des établissements de l'enseignement secondaire, des établissements de l'enseignement supérieur, des centres de formation des apprentis, des organismes de formation, des laboratoires de recherche, des partenaires économiques et des partenaires institutionnels. Et ce campus est axé sur les filières du luxe et des métiers d'art, qui sont un véritable fleuron pour l'économie française. Le lycée Jean Monnet ici est le lieu emblématique du campus avec l'École nationale du VA. Donc ce cycle de conférences a pour ambition d'approfondir les connaissances sur les métiers d'art, de la mode et du luxe, leur valorisation et leur attractivité, ainsi que sur la place accordée par ces métiers à l'innovation et aux nouvelles technologies. Il apportera à la fois une approche historique de la constitution de ces métiers, de leur attractivité au fil des siècles et de leurs valeurs, questionnera le lien entre innovation, évolution technologique et métiers d'art, de la mode et du luxe, et abordera la nécessaire évolution de ces métiers par l'adoption de nouvelles technologies ou par la remise au goût du jour de procédés ancestraux. Il nous invite à nous interroger sur l'avenir des métiers d'art, du luxe et de la mode dans la société actuelle, qui privilégie souvent la modernité. Comment concilier préservation du patrimoine et innovation technologique? Comment les nouveaux matériaux et les nouvelles technologies peuvent-elles nourrir les métiers d'art, de la mode et du luxe? Ou encore, quel avenir pour les artisans d'art dans la société actuelle? Ce cycle de conférences est animé par Olivier Assouli, que je tiens à remercier très chaleureusement pour sa présence. Monsieur Assouli est docteur en philosophie, chercheur à Paris 1. Il y assure des enseignements pour les agrégatifs en design et métiers d'art, et notamment sur les questions autour du luxe. Durant plusieurs années, il a été directeur du département recherche de l'Institut français de la mode et il est auteur de nombreux ouvrages. Son expertise sur la transmission et la conservation des gestes et des savoir-faire de la mode et du luxe et sur les transformations du secteur permettra d'apporter un éclairage transdisciplinaire au sujet des métiers d'art, de la mode et du luxe d'hier et d'aujourd'hui. Le programme détaillé du cycle de conférences est accessible sur le site internet du campus, que vous pouvez trouver à l'adresse campus-dmi.ac-clermont.fr dans la rubrique Actualité. Chaque conférence sera accessible soit en présentiel dans un des établissements du campus. Donc aujourd'hui, pour le premier, nous sommes au lycée Jean Monnet. Elle fait l'objet d'une retransmission en direct, mais aussi d'une captation et mise en ligne sur la chaîne YouTube du lycée Jean Monnet. La conférence d'aujourd'hui s'intitule « Opposition théorie-pratique, remise en question du lien théorie-pratique ». Les métiers d'art, de la mode et du luxe sont traditionnellement du côté du faire, de la main, mais ils comportent également des soubassements théoriques. Comment remettre en question et attaquer ce préjugé ancré dans les représentations? Voilà, Monsieur Assouli, c'est à vous. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci. Merci de votre introduction et de cette présentation. Je suis très honoré, évidemment, d'être là parmi vous. Et je vais effectivement me risquer certainement pas à répondre à ce qui pourrait être une question, même si j'ai finalement fait figurer un point d'interrogation dans mon nouvel intitulé. Mais je vais simplement essayer de poser avec vous un certain nombre d'éléments qui, évidemment, me paraissent fondamentaux, parce que cette opposition entre, en tout cas ce couple ou ce dualisme entre théorie et pratique, j'ai envie de dire que vous en faites
on en fait tous l'expérience, presque chaque jour, à chaque moment, non seulement à travers les pratiques qui sont celles de l'enseignement, mais plus largement, presque quotidiennement, lorsque, par exemple, on ne manque pas de dire que ce qui est vrai en théorie n'est pas nécessairement une fois qu'on passe à sa réalisation, c'est-à-dire à la pratique. Voilà. Alors, ça va être, et je m'en excuse, un exposé assez théorique malgré tout. Malgré tout ce que je vais pouvoir vous dire sur la nécessité de réduire l'opposition entre théorie et pratique, ça va rester relativement théorique. Alors, c'est lié au moins à deux raisons. La première, de manière presque biologique, c'est ma formation qui le veut, puisque étant de formation philosophique, ben, je suis plutôt, on va dire, plutôt au contact du concept ou de choses relativement abstraites. Ça, c'est le premier point. Et l'autre point, c'est que, d'une certaine manière, cette opposition théorie et pratique, je vais l'utiliser, je vais, disons, la poser dans cette séance, cette première séance de ce cycle, de manière ensuite à pouvoir la redéployer sur des objets, on va dire, beaucoup plus tangibles et beaucoup plus sensibles. Donc voilà, alors, je ne prends pas le temps de me présenter puisque ça a déjà été fait. Alors, il est difficile quand même de pas de manière préliminaire situer à la fois ce cycle de conférences et ce thème à l'intérieur de formations qui sont, j'imagine, celles dans lesquelles vous êtes inscrits, formations DNMAD ou DSAA, d'autant que ces formations, à partir du moment où vous le savez, elles vous donnent un équivalent, le grade licence ou master, qui est délivré par l'université. Elles donnent des droits, mais aussi des devoirs, et parmi ces devoirs, il y a ceux qui incombent, on va dire, à la recherche, qui, d'une certaine manière, représentent la phase, un certain visage, on va dire, des questions d'ordre théorique. Alors, on sait évidemment que il y a généralement sinon une opposition, au moins une divergence dans des formations dites pratiques ou professionnelles ou professionnalisantes entre finalement des études dites théoriques et des activités manuelles. Hein. Et elles sont souvent, les choses sont souvent vécues à la fois, j'ai envie de dire, par les étudiants ou les élèves, comme une source de conflit, mais pas seulement. Elles sont aussi souvent vécues par les enseignants eux-mêmes comme un possible terrain de friction. Alors, on pourrait reprendre évidemment la hiérarchie entre les termes, l'opposition qui est finalement assez bien connue en tout cas, à défaut d'être connue, qui est en tout cas pratiquée entre faire et connaître, théorie et pratique. Et évidemment, il n'est pas simplement question d'une opposition entre théorie et pratique, mais il est question, à travers cette opposition, d'une hiérarchie. Hein. Et dans cette hiérarchie, vous le pressentez bien, on accorde plutôt socialement, culturellement et intellectuellement davantage d'importance à la valeur des choses théoriques qu'à celle des choses pratiques. Voilà. Alors, il ne s'agit pas évidemment il ne s'agit pas simplement ici de contester cette opposition, mais de voir sur quoi elle repose et éventuellement comment on peut faire en sorte de la mettre un peu à nu et en question. Donc vous voyez bien que cette opposition, vous la connaissez, puisque même les débats aujourd'hui autour du lycée professionnel et de sa réforme gravitent grosso modo, on pourrait dire qu'ils s'organisent, ils sont commandés par cette opposition, dans la mesure où dans un cas on pourrait défendre une professionnalisation qui irait vers le caractère pratique, quand dans l'autre on cherche au contraire ou de façon complémentaire à défendre
la valeur théorique est beaucoup plus abstraite de cet enseignement. Bon. Donc notre objectif, c'est de remettre en cause l'opposition et de montrer... alors, remettre en cause l'opposition, ce n'est pas simplement la renverser de façon un peu mécanique en disant que les métiers manuels ont une valeur, que cette valeur a été et continue d'être sous-estimée. Hein, c'est, à mon sens, différemment, montrer que ce qu'on appelle le faire, hein, le faire au sens F-A-I-R-E, implique, au fond, toujours, quoi qu'on pense, une modalité de connaissance. Autrement dit, alors pourquoi je vous dis ça? Parce que s'il y a de la connaissance dans la pratique, bah ça signifie que la pratique n'est pas éclairée en amont, hein, par la théorie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre qui voudrait que la théorie se présente la première avec un certain nombre de privilèges et de prérogatives pour ensuite, comme on dit, s'appliquer à un objet, cet objet étant pratique, mais du coup secondaire et accessoire. Hein. Et c'est ce schéma que je tiens à mettre en question. Alors, autre élément contextuel qui me paraît être important, même s'il n'est pas, j'imagine, nécessairement directement au centre de nos préoccupations et également des vôtres, c'est qu'on voit apparaître depuis quelques années en France, mais pas simplement en France, dans d'autres pays, dans les pays anglo-saxons aussi, un certain nombre de schémas alternatifs dans le monde de la recherche qui visent à intégrer, en tout cas à prendre de plus en plus en compte un certain nombre d'activités comme le design ou des activités artistiques pour porter des travaux de recherche sans en passer simplement par la voie théorique. Alors, j'ai pris cette image, alors, je ne sais pas si vous la voyez clairement. Alors pourquoi j'ai pris cette image? Il s'agit d'un céramiste que vous connaissez sans doute mieux que je ne le connais, qui s'appelle Jean Girel. Et si vous prenez ce travail, alors pas très discernable là, mais ça n'a pas beaucoup d'importance pour le moment, dans ces deux pièces, il y a une tentative de la part de ce céramiste de transposer le travail d'un peintre, Patinir, sur ces pièces. Alors pourquoi ce travail me semble intéressant? Parce que d'une certaine manière, il déjoue, hein, et ça on va essayer il déjoue un schéma théorique classique que vous connaissez pour l'avoir pratiqué soit au collège, soit au lycée ou plus tard ici ou pour d'autres à l'université. Le schéma classique veut que, en général, toute analyse s'organise à partir d'un plan, hein, que vous connaissez en trois parties, qu'on appelle un plan dialectique, où chaque proposition fait l'objet d'une thèse. Cette thèse est ensuite contredite, et une fois qu'elle est contredite, elle fait ou non d'ailleurs à terme l'objet d'une synthèse. Bon. Le schéma ici de création me semble être en marge de ce schéma théorique que je viens de vous décrire, puisqu'il insiste, il met l'accent sur le fait de déplacer, d'opérer un déplacement à travers ce que j'appelle un jeu de citations, c'est-à-dire qu'au lieu de faire comme on le fait communément dans les sciences ou dans la philosophie, c'est-à-dire d'imaginer qu'un penseur prend une position et que cette position, en général, défie ou déjoue celle que ses prédécesseurs ont adoptée. Voilà. Dans le cas de figure ici de ce céramiste,
hein. Il ne s'agit pas de remettre en cause un modèle antérieur, mais simplement de le compléter à partir d'un travail qui consiste à inscrire un motif pictural. Autrement dit, on peut poser l'axiome ou l'axiome suivant, c'est que des ouvrages, que ce soit des œuvres d'art ou des pièces artisanales, issues de l'artisanat ou du design, peuvent être porteurs de ce qu'on appellerait une hypothèse ou d'une thèse. Autrement dit, lorsqu'un designer opère, hein, lorsqu'il crée, je mets des guillemets au verbe ici créer, d'une certaine manière, il se comporte à la manière d'un théoricien qui également est amené à soutenir une position. D'une certaine manière, ce qui caractérise la théorie, c'est que généralement, celui qui porte une théorie porte avec la théorie une thèse dans un domaine particulier, que ce soit en biologie, en physique, en philosophie ou par ailleurs. Alors évidemment, cette proposition consistant à dire qu'une innovation artistique ou artisanale constitue une thèse au même titre qu'une thèse dans les sciences est loin d'aller de soi, hein, pour une raison qu'on a déjà évoquée et invoquée, c'est la mauvaise réputation qui est associée au travail théorique et par voie de conséquence au travail de recherche dans un cycle de formation pratique ou professionnelle. Et d'une certaine manière, on considère que la théorie peut être ce qui surcharge, d'une certaine manière, un apprentissage qui gagnerait en efficacité s'il arrivait à se dispenser de ce qu'on appelle la spéculation. Alors, spéculation ici, c'est pas la spéculation évidemment financière, c'est la spéculation au sens intellectuel. Hein, et précisément, c'est ce préjugé qu'on a à défaire. C'est-à-dire qu'on peut penser le rapport entre la théorie et la pratique, pas simplement sur le mode d'un conflit ou d'une opposition, mais au moins premièrement, dans un rapport de complémentarité. Alors ensuite, je ne sais pas si j'aurai le temps de le montrer, c'est important de souligner que la question ne se pose pas de la même manière selon qu'on a affaire au métier d'art ou au design. Alors, je vais essayer évidemment de l'expliquer dans un instant. Alors, pourquoi sans l'expliquer dès maintenant, je vais quand même apporter sur ce point une précision, c'est que peut-être qu'une des différences puisqu'il y en a d'autres, entre les métiers d'art et le design, c'est que le designer, d'une certaine manière, a une vision élargie qui lui fait englober avec la conception et la réalisation une réflexion sur sa propre pratique, ce qui n'est pas nécessairement le cas de l'artisan, dont l'on sait au plan historique qu'il est, hein, ou qu'il a pu être en tout cas, un exécutant avec tout ce que ça peut avoir de passif dans certains cas. Bon, alors j'ai intitulé cette première partie « Psychanalyser le point de vue théorique », ce qui implique évidemment qu'il y a un certain nombre de biais, hein, qu'on va essayer d'expliciter ensemble. Alors, le premier biais, paradoxalement, aujourd'hui, ça serait plutôt ce qu'on pourrait appeler un renversement de la tendance historique. Alors, je m'explique. C'est quoi le renversement de la tendance historique? C'est que dans un certain nombre de métiers ou de productions liés au luxe et à la mode, mais pas uniquement, on reconnaît
une valeur au travail dit artisanal. Alors, vous voyez, je dis dit artisanal parce que il faudrait évidemment réfléchir à ce qu'on entend par artisanat et à savoir jusqu'à quel point un objet qui intègre des pratiques artisanales est effectivement artisanal, c'est-à-dire comment on arrive à en décider, comment on arrive à faire la part entre le ratio entre l'artisanal et du non-artisanal, mais en tout cas, il y a plutôt un renversement de la valeur morale et culturelle de l'artisanat qui explique qu'aujourd'hui, l'artisanat est plutôt valorisé, généralement d'ailleurs, par contraste avec l'industrie. Bon, alors pourquoi je vous dis qu'il s'agit d'un renversement? Parce que au plan historique, on sait, à partir d'un grand nombre de travaux, notamment en anthropologie, que ce qu'on appelle artisanat et qu'on trouve généralement plutôt je ne vais pas dire pas agréable, mais en tout cas dont on pense que ça constitue un réservoir de valeur par opposition à l'industrie, a été longtemps considéré inversement comme une source, au contraire, on va dire, d'aliénation, comme ce qu'il était, cet artisanat, c'est-à-dire un travail manuel avec toute la disqualification et la dévalorisation qui accompagnait le travail sous sa forme manuelle. Alors, je ne vais pas le développer parce que ça sera l'objet d'une prochaine séance, mais ça expliquerait notamment comment en Grèce, en Grèce antique, les Grecs refusent d'une certaine manière aux citoyens le fait de travailler qu'ils délèguent à des esclaves. Alors, c'est évidemment non pas parce que les citoyens grecs étaient paresseux ou peu portés aux efforts que nécessitait le travail, mais parce que le travail est une activité mécanique, répétitive, servile, liée à la matière, qui ne correspond pas au rang et à la dignité du citoyen, qui doit évidemment, à l'inverse, être en étroite, on va dire en étroit rapport avec des activités dites libérales. Et ces activités libérales, c'est évidemment notamment la politique ou la musique, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui, on va dire, en simplifiant un peu les choses, les beaux-arts. Bon, donc vous voyez qu'au fond, hein, on se retrouve, nous, dans une situation où l'artisanat était une contre-valeur, historiquement, et est devenu, aujourd'hui, plutôt une valeur positive. Bon. Alors, ça, c'était le premier point. Le second point est lié au fait que si on développe l'intérêt qu'on a à développer de la théorie, et que, en général, quand vous adossez cette théorie à une profession, vous allez, d'une certaine manière, la valoriser, puisque vous associez les métiers d'art à un certain nombre d'éléments liés à la recherche, à la théorie, au savoir, qui les constituent à l'intérieur de ce qu'on appelle un champ. Le troisième point, qui va toujours dans le sens de cette revalorisation, c'est le fait de pouvoir associer, effectivement, mais ça je passe là-dessus assez rapidement, les métiers d'art à la recherche et au champ théorique, qui constituent déjà presque un acte de reconnaissance, mais au sens social et moral. Alors, et la première différence que j'avais établie tout à l'heure entre métier d'art et design, on la retrouve à ce moment-là, puisque si vous prenez le design, il bénéficie aujourd'hui
essentiellement dans des pays dits anglo-saxons, mais également en France, de ce qu'on appelle un corpus, à savoir organisation de colloques, publications, des laboratoires de recherche, un enseignement de plus en plus systématique, des axes de recherche, etc. Donc, d'une certaine manière, il est déjà constitué comme un champ théorique. Ce qui n'est pas le cas, ou moins le cas en tout cas, des métiers d'art, hein, où de façon assez exemplaire, on en recense quand même 281, et en sachant qu'un certain nombre d'entre eux ne fait l'objet d'aucune formation spécifique, hein, et à cela s'ajoute que une majorité de ces métiers n'est pas au centre d'un travail théorique ou d'un travail dit de recherche, à la différence au moins du design. Alors, les obstacles sont évidemment majeurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce qu'on appelle ce que j'ai appelé un geste académique en porte-à-faux, c'est-à-dire qu'on peut à la fois être dans un processus, et on le voit, j'ai envie de dire, on le voit presque aussi dans les formations type DNMAD, où on va chercher à intégrer coûte que coûte de la recherche sans qu'on ait réglé le problème de la dévalorisation morale et culturelle des métiers dits manuels. Vous voyez le paradoxe, c'est qu'on peut à la fois intégrer plus de théorie, plus de recherche, tout en continuant, d'une certaine manière, de cultiver l'opposition entre théorie et pratique. Ça, c'est le premier point. On pourrait aussi ajouter, et on en fait aussi l'expérience, que cette recherche, si cette recherche constitue le cheval de bataille de la théorie, d'une certaine manière, elle se place dans une position au sein d'un cursus d'enseignement où elle est d'une certaine manière imposée, dictée, sans que les praticiens eux-mêmes ne puissent véritablement s'en emparer. Hein. Et vous voyez qu'à chaque fois, d'une certaine manière, il y a des manières d'introduire de la théorie et de la recherche qui, au fond, ne font que confirmer la vieille opposition entre théorie et pratique. Alors ensuite, d'une certaine manière, la recherche, on le voit bien dans ces conditions-là, elle continuerait, ou la théorie, plus largement tout enseignement théorique, continuerait d'être appréhendé par des étudiants ou des professionnels comme une menace par rapport à ce qu'on appelle l'efficacité du faire. C'est-à-dire que d'une certaine manière, plus j'introduis de la théorie, au fond, plus je remets en question le fait que l'activité de production va pouvoir se réaliser d'une manière optimale. Bon, évidemment, il s'agit évidemment, non, c'est pas évident, mais il s'agirait d'un préjugé. Donc la question elle va être de savoir comment est-ce qu'on peut faire, comment faire pour qu'un savoir dit théorique puisse au mieux épouser la dimension pratique d'un métier d'art ou du design. Hein. Quelle sera finalement la posture la plus ad hoc ou la mieux adaptée? Alors, à ce moment-là, souvent, on regarde du côté ce qu'on appelle les disciplines, les champs disciplinaires, hein, puisque dans les champs disciplinaires, au fond, et c'est le cas surtout en France et surtout à l'université, où on se répartit les tâches par discipline, c'est-à-dire qu'on va prendre un même objet, ça pourrait être l'art, et on va pouvoir l'appréhender à travers soit la philosophie, à travers l'anthropologie, à travers l'ethnologie, à travers l'histoire de l'art, à travers les sciences de l'art, à travers l'esthétique. Hein.
Et vous voyez bien que d'une certaine manière, on va scinder, segmenter l'objet à travers des grilles théoriques qui ont déjà elles-mêmes une histoire. Bon. On a évidemment des tentatives à l'université, mais pas que, visant non plus à aborder les objets du point de vue des disciplines, mais du point de vue des objets eux-mêmes. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui est assez peu développé en France, mais qui donne, par exemple, dans des départements anglo-saxons, des départements qu'on appelle, par exemple, Fashion Studies, ou Design Studies, ou Food Studies, Gender Studies, etc. Bon, je n'ai pas besoin, évidemment, de traduire chacun des énoncés, mais vous voyez bien que, cette fois, le champ théorique ne précède pas l'objet, mais l'objet existe, et puis à ce moment-là, on l'éclaire à partir d'un certain nombre de disciplines plus ou moins complémentaires. Bon, voilà. Là, ce point mettait en avant un certain avantage stratégique et tactique du design par rapport au métier d'art. Hein. Alors, il faudrait en réalité, pour reprendre les choses dans le bon ordre, hein, il faudrait évidemment rappeler que une partie des opérations à l'œuvre dans les métiers d'art, comme je l'ai écrit, a été remplacée avec l'émergence du design qui correspond à l'âge de la machine. Et les métiers d'art ont pu être envoyés à des métiers révolus, parfois patrimoniaux. Et à ce moment-là, on situe évidemment la contribution du designer du côté de l'industrie et du côté de l'industrie. Et il ne reste à l'artisan, finalement, après la révolution industrielle, qu'à appliquer sa force de travail. Bon. En réalité, le design, on pourrait le définir comme une tentative, qu'on pourrait trouver d'ailleurs un peu rhétorique, de réintroduire dans le travail, contre le travail ouvrier, qui est un travail déqualifié, des formes de compétences qu'on va voir se développer dans des schémas de conception. Le designer conçoit et d'une certaine manière, il réinscrit de la compétence là où le travail, dans le capitalisme, avait disqualifié, au fond, dans toute forme de travail. Donc, mais il y a évidemment un lien à envisager entre le design et l'artisanat, puisque d'une certaine manière, et on devra commenter ça dans les prochaines séances, le designer, c'est aussi quelqu'un qui, s'il est en rupture historiquement avec l'artisanat, est relié à l'artisanat qui constitue d'une certaine manière un peu son horizon de référence culturelle. Bon, même s'il ne le pratique pas nécessairement. Alors, et ce qui est intéressant évidemment dans le design, c'est qu'il y a d'une certaine manière une conscience théorique très forte dans la pratique. Il y a une conscience théorique particulièrement appuyée dans la pratique. Alors ça, je vais peut-être pas passer un peu assez vite sur ce point. Alors qui me semble par ailleurs intéressant, c'est ce qu'on appelle la recherche-création. Pourquoi je vous en dis un mot? Parce que c'est un bon schéma. C'est un schéma existant qui articule la théorie et du pratique. Dans la recherche-création, il s'agit de pratiques qui sont soit développées, alors de pratiques, entre guillemets, soit développées à l'université, dans des départements universitaires, notamment à Paris 1, mais pas qu'à Paris 1. C'est le cas aussi à Aix-Marseille, dans un département d'art et d'esthétique. Il s'agit de proposer à des praticiens. Ici, par praticiens, il faut entendre essentiellement des artistes, qu'ils appartiennent au champ de la danse, de la peinture, des arts plastiques au sens large, de réaliser une thèse
sur la base de leurs propres travaux. C'est-à-dire que le travail de thèse consiste respectivement à, si c'est un danseur, à avoir une performance, je ne sais pas, à mettre en scène une performance chorégraphique qui va être d'une certaine manière ensuite accompagnée d'un travail de commentaire de sa propre activité. Vous voyez le schéma? C'est-à-dire que vous produisez, alors vous pourriez aussi l'appliquer, je sais pas, à la céramique. C'est-à-dire que vous demandez à un céramiste en gros de produire et en plus de produire, il commande sa production. Bon. Pour être tout à fait franc, on peut considérer qu'il y a un certain nombre de biais, puisque habituellement, un travail théorique, c'est un travail qui consiste quand même à commenter l'activité d'un autre, et pas la sienne en propre. C'est-à-dire qu'il est assez rare, vous voyez, il est assez rare de faire qu'on mette en abîme son propre travail. Bon, ici, c'est un travail, en gros, qui repose sur l'auto-explicitation. Alors, évidemment, ces travaux sont largement privilégiés, notamment dans des écoles d'art, pour des raisons qui ne sont pas nécessairement toujours des bonnes raisons, qui sont dues au fait que ça permet à des artistes qui n'ont pas nécessairement en main tous les éléments de la théorie, c'est-à-dire liés à un travail d'écriture, de pouvoir néanmoins rédiger un mémoire, si c'est un mémoire de 5e année, ou le cas échéant, s'ils veulent poursuivre, d'aller à l'université dans ces départements et de faire à ce moment-là une thèse qu'on appelle thèse donc recherche-création. Bon, vous voyez bien que d'une certaine manière, ce schéma-là essaye de contester ou de dépasser l'opposition entre théorie et pratique, mais d'une certaine manière, en la dépassant, il la reproduit, puisqu'il y a toujours encore cette frontière entre ces deux champs. Et voilà, je n'aborde pas le problème de la reconnaissance ou pas de ces travaux dans l'institution, qui est ici relativement accessoire. Bon, en tout cas, ça renvoie à l'idée qu'on a des difficultés énormes, quand bien même on essaye de sortir de l'opposition, puisqu'on la retrouve, d'une certaine manière, elle semble se régénérer en permanence. Bon. Alors peut-être qu'on aurait raison de regarder du côté de ce qu'on appelle plus précisément le théorique. Bon. Alors le théorique, c'est un peu l'affaire, en général, du philosophe ou du métaphysicien dont on sait que le mot, qui vient du grec, renvoie à une forme de regard. Hein. Donc une activité théorique, c'est une activité un peu en retrait, qui se contenterait, alors je dis bien qui se contenterait, de voir les choses. Là où le praticien opère sur les choses, le théoricien s'élève pour regarder les choses, voire les contempler. Mais lui n'est pas dans l'action. Donc, vous voyez le rapport. Alors, je vous ai pas épargné une petite citation de Hegel dans l'esthétique. Et dans l'esthétique, vous voyez, Hegel valorise le travail théorique de la façon suivante, en disant finalement, le travail théorique, le théoricien, c'est celui qui fait que les choses existent en dehors de lui et qu'elles peuvent apparaître sans que lui ne les modifie, les transforme et porte d'une certaine manière atteinte à leur intégrité. Vous voyez, dans le regard théorique, au fond, les choses sont face à moi et j'y touche pas. Bon, évidemment, la situation infernale pour Hegel, c'est que dans le travail pratique, au fond, on se comporte un peu comme à table. J'ai vu qu'il y avait un restaurant d'application, donc voilà, c'est un exemple d'actualité. C'est quoi se comporter un peu comme à table? C'est que le praticien, c'est celui qui prend les choses, la matière, et d'une certaine manière la consomme comme on consomme des aliments, c'est-à-dire consomme des forces pour en régénérer d'autres. Et d'une certaine manière,
il ne laisse pas les choses exister par elles-mêmes. Vous voyez, hein, le problème du praticien, c'est que en agissant sur les choses, il les dénature. Vous voyez, si vous êtes ébéniste, hein, vous ne pouvez pas conserver le bois avec lequel vous faites des meubles en l'état. Vous allez forcément devoir le triturer et agir sur cette matière, sur ce matériau. Voilà. Bon. Et ça, c'est, autrement dit, le théoricien, lui, il a une sorte de position de retrait assez contemplative, un peu surplombante. Hein, il est un peu au-dessus de la mêlée, si on veut dire. Alors, dans le... et d'une certaine manière, on en revient évidemment, hein, et vous voyez bien que dans la petite citation de Hegel dans l'esthétique, il établit non seulement la façon dont ça fonctionne, le rapport théorie et pratique, mais il établit une hiérarchie en réalité. Hein, et cette hiérarchie, elle tourne à l'avantage plutôt du... Elle tourne ici plutôt à l'avantage du théoricien. Bon. On peut voir à ce moment-là que le chercheur, hein, comme je viens de le dire, serait dans le chercheur ou tout théoricien serait dans cette position que j'ai appelée de surplomb. Hein, il est un peu toujours en dehors des choses. Oui. Alors, comme il est en dehors des choses, évidemment, il va forcément y avoir un décalage ou un hiatus entre la vision que vous avez des choses et puis ce que l'expérience que vous avez des choses va faire à la vision que vous aviez au départ des choses. Évidemment, une fois que vous passez à l'action, hein, ce qui était établi en théorie, à travers le regard, s'avère souvent être discutable ou erroné. Mais en tout cas, ici, la difficulté, c'est que le philosophe n'est pas simplement en retrait des choses, hein, il prétend à travers la théorie dire comment sont les choses. Vous voyez la difficulté? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une indifférence, c'est qu'en plus, d'une certaine manière, il donne aux praticiens des clés ou une façon de lire les choses. Bon. Donc il explique aux praticiens un peu comment ils devraient se comporter. Alors, la solution, en tout cas une des alternatives, elle pourrait venir d'un auteur, alors que je vais vous présenter en 2 mots dans un instant, mais qui précisément essaye de penser autrement la tension entre le faire et le connaître. Cet auteur, c'est Gilles Basset-Mondon. Et ce que montre d'ailleurs Gilles Basset-Mondon, qui était un professeur, un enseignant de philo à l'université de Poitiers, mais qui a aussi, et c'est intéressant de le dire, qui a aussi une formation d'ingénieur et qui était un praticien, qui notamment était passionné d'automobile et de moteurs. Alors c'est important de le dire parce que dans la plupart des travaux qu'a conduit Gilles Basset-Mondon, qui sont des travaux essentiellement liés aux techniques, hein, à l'histoire des techniques, pour une part, ces postulats, on va dire, sont évidemment issus de la façon dont il envisage la théorie à travers non seulement sa propre expérience, mais à travers l'expérience. En disant, au fond, on ne peut pas construire des schémas de pensée théorique si on n'en passe pas, d'une manière ou d'une autre, par l'expérience. Bon. Alors, il commence par établir la chose suivante en disant, au fond, il y a du préjugé des 2 côtés. À la fois du côté du théoricien, à travers sa position un peu surplombante, c'est ce qu'on vient de dire, mais il y a du préjugé aussi du côté du travailleur manuel lui-même. Pourquoi? Parce que le travailleur lui-même, manuel lui-même, tend à dire au fond que le travail manuel est bon par lui-même, hein, et qu'il se suffit à lui-même. Autrement dit que tout enseignement, voilà, donc, littéralement il dit tout enseignement
au sens de trop de longues heures d'enseignement abstrait serait inutile. D'accord ? Donc il y a un double refus, à la fois de la part du théoricien vis-à-vis du travailleur manuel, et puis du travailleur manuel lui-même, hein, qui accessoirise d'une certaine manière toute espèce de travail d'ordre théorique qui devient abstrait. Évidemment, abstrait ici, ça est un terme qui fonctionne un peu de manière injurieuse. Hein. Si vous dites c'est abstrait, évidemment, ce n'est pas simplement abstrait, c'est aussi plutôt pénible. Bon, alors, dans le schéma que cherche à promouvoir Simondon, ce schéma se déploie de la façon suivante. Il ne pense plus là, hein, il n'imagine pas une pensée théorique par opposition à une activité pratique, mais il conjugue les deux en disant, au fond, il y a ce qu'on appelle une pensée appliquée. Ce n'est pas une pensée qui s'applique, mais c'est une pensée qui est d'entrée de jeu appliquée. Et c'est quoi une pensée appliquée ? Hein, alors, j'insiste, hein, pensée appliquée, hein, ce n'est pas une pensée au sens théorique qui prendrait un objet auquel elle s'appliquerait. Hein, c'est d'une certaine manière une pensée qui est nourrie de fond en comble d'application. Et cette pensée appliquée, elle lui fait dire que l'histoire humaine, hein, qu'il y a de l'histoire humaine derrière chaque outil. L'énoncé me semble être assez majeur. Au fond, que l'outil n'est pas, contrairement à ce que disent trop souvent les philosophes, simplement un instrument qui a toujours besoin de quelqu'un pour le conduire, donc d'une intelligence, hein, et on pourrait à ce moment-là développer tout le rapport qui est établi à travers la philosophie, mais plus largement dans le rapport entre la main et l'intelligence, hein, où, par exemple, Aristote dit c'est pas parce que l'homme a une main qu'il est intelligent, mais c'est parce qu'il est intelligent qu'il a une main. Autrement dit, c'est la main qui est gouvernée, évidemment, ici par l'esprit. Alors, le parti pris ici de Gilbert Simondon, c'est de renverser totalement ce dualisme et de dire, au fond, il y a fondamentalement dans l'outil ce qu'il appelle de l'histoire humaine, c'est-à-dire, dans chaque technique, il y a nécessairement ce qu'il appelle des schèmes, hein, c'est-à-dire de l'inscription théorique. Vous voyez ? Et cette inscription théorique, elle n'est pas définie en amont, hein, elle coappartient d'une certaine manière à l'outil. Alors, et du coup, on entre dans un schéma de déconstruction, on va dire, de l'opposition théorie et pratique. Alors là, j'ai mobilisé un auteur un peu, pas forcément simple, qui est un auteur allemand, mais qui a une énorme influence à travers notamment un ouvrage sur la façon dont on organise la relation entre théorie et pratique, et notamment en explicitant la manière dont le fait de connaître, n'est jamais premier. Le rapport qu'on a au monde n'est pas commandé par le fait de connaître. C'est-à-dire que le rapport qu'on a aux choses n'est pas d'abord un rapport théorique qui sera ensuite suivi d'une sorte de prise en main des objets, mais d'une certaine manière, le rapport premier, élémentaire, est toujours pratique. Oui, le rapport premier, il est pratique. La théorie ne vient que dans un second temps. Oui, la théorie ne vient que dans un second temps. Donc l'erreur consiste évidemment, d'un point de vue théorique, à toujours imaginer que la théorie a toujours dû précéder sa mise en œuvre à travers l'application. Heidegger dit c'est tout le contraire en réalité. C'est que le rapport élémentaire qu'on a aux choses, c'est d'abord un rapport d'usage. Oui, le rapport que j'ai avec l'espace, avec une porte, c'est d'abord un rapport d'usage. C'est absolument pas un rapport théorique.
J'envisage pas la porte théoriquement. J'envisage pas les objets théoriquement. J'envisage pas la chaise théoriquement. Je les envisage d'abord parce que c'est les objets dont j'ai besoin et dont je fais usage. Donc, on ne peut pas comprendre thématiquement ou théoriquement un objet. Et il ajoute la chose suivante qui nous intéresse. Il dit, mais pour autant, c'est pas parce que le rapport que j'ai aux objets est d'abord pratique qu'il est aveugle, théoriquement. Autrement dit, il y a bien de l'usage, mais l'usage qu'on a des choses n'est ni aveugle ni ignorant. C'est-à-dire que l'usage qu'on a des choses fait que dans ce rapport pratique, il y a toujours un fond, hein, il y a toujours un fond théorique qui naît du rapport pratique, mais qui ne le précède pas. Bon, alors autant préciser, même si ce n'est pas forcément évidemment, que ça renverse évidemment la manière habituelle de voir les choses, puisque à ce moment-là, on va considérer que un artisan ne peut pas, de manière péjorative, être un exécutant. L'artisan, de ce point de vue-là, n'est pas un exécutant, puisque dans exécutant, évidemment, il n'est jamais autre chose que l'exécutant, celui qui met à exécution un plan que lui-même n'aurait pas nécessairement élaboré. L'artiste n'est pas un exécutant, mais il part toujours de son expérience. Il doit partir de son expérience. Ça veut dire que quand vous faites, par exemple, de la recherche, puisqu'on a parlé un peu de recherche, ou de la théorie dans ce champ-là, vous ne recherchez pas sur la céramique, mais en céramique. Ce qui est évidemment pas la même chose. Puisque si vous faites de la recherche sur la céramique, vous continuez immanquablement de vous comporter en philosophe que je suis, c'est-à-dire à appliquer à la céramique des schémas théoriques. Alors, et ça, c'est pas que le philosophe, c'est si je vous fais une histoire de la céramique, d'une certaine manière, je reste, quand bien même je documente mon affaire avec toutes sortes d'images, etc., je reste un théoricien de l'histoire de la céramique. Donc, mais si je fais une théorie en céramique, à ce moment-là, ça signifie que je ne peux pas mettre entre parenthèses le temps que j'alloue à la pratique de la céramique. Et c'est de ce temps que j'alloue à la pratique de la céramique, du maniement, que va avoir, c'est du maniement, du temps de cette pratique, que va pouvoir émerger une expérience à partir de laquelle je vais pouvoir construire des schémas théoriques. Vous voyez ? Donc c'est l'inversion du schéma. C'est-à-dire que je ne pars pas de la théorie pour arriver à l'objet, je pars de l'objet, et de l'objet, je vais éventuellement extraire certains schémas théoriques. Bon. Évidemment, ce schéma, il a un enjeu majeur. Bon, ça, je passe sur la question de la signifiance, parce que je vais retrouver le point de vue qui était celui de Gilbert Simondon, dont je viens de parler. C'est que si je me place du point de vue théorique, au fond, lorsque je suis face à un objet, je suis toujours dans cette distance théorique. Et l'esthétique, au fond, le rapport esthétique aux objets ne fait que reproduire ce schéma théorique. Vous voyez, quand je regarde, j'observe, je contemple, je suis à nouveau dans un schéma théorique. Bon. L'appel, d'une certaine manière, lancé par Simondon, ça consiste non pas à imaginer simplement des apprentissages. Alors, et d'ailleurs, il donne un nom assez éloquent à l'apprentissage en disant l'apprentissage au sens le plus limité, c'est un dressage corporel.
Un dressage corporel, ça signifie que vous pouvez imaginer habituer un individu à exécuter un métier, une tâche, plusieurs tâches, à les coordonner, etc., simplement extérieurement, en lui disant, en répétant une action comme une discipline au sens sportif. Alors, dans l'autre cas de figure, il s'agit, dit Simondon, de développer ce qu'il appelle une virtuosité. Une virtuosité, et cette virtuosité, elle passe par le fait de laisser aux praticiens, d'une certaine manière, de développer des configurations qu'on appellerait théoriques, mais qui ne peuvent pas apparaître simplement si un maître, d'une certaine manière, a imposé un apprentissage au sens d'un dressage corporel. Alors, et d'ailleurs, Simondon ajoute une autre remarque. Il ajoute à l'étude, il ajoute au dressage corporel un autre élément, le dressage professionnel, qui va à peu près avec. Il dit l'étude théorique, normalement, elle exclut le dressage professionnel. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de faire en sorte que ce qu'ils appellent les effecteurs, c'est un peu un néologisme, les effecteurs, c'est-à-dire les praticiens, pour les appeler comme ça, ou les étudiants ou les apprentis, je ne sais pas quel est le meilleur des mots, puissent avoir conscience des ressorts de l'action de manière à être en situation non pas de construire au sens d'exécuter, mais ce qu'il appelle de co-construire. Co-construire, ça signifie que celui qui exécute, entre guillemets, est capable de modifier le schéma d'exécution. C'est-à-dire qu'il est capable de modifier le schéma d'exécution, d'une certaine manière, il est capable de théoriser ce qu'il est en train de faire. S'il est exécutant, au fond, il se contente de construire sans co-construire. Bon. D'une certaine manière, ce que montre Simondon, c'est que le dépassement de l'opposition théorie-pratique se fait à travers le fait que un métier d'art, c'est d'abord le développement dans la pratique de formes techniques, d'accord, et le refus de ce qu'il appelle ce dressage corporel ou professionnel, et toute activité à ce moment-là technique est une activité qu'il appelle, qu'il dit être ouverte. Ouverte, ça veut dire que le technicien exécute et en même temps ou successivement qu'il exécute, améliore, ajuste, perfectionne. Et c'est cette dynamique qui évidemment annule la vieille opposition. Alors évidemment, le schéma, et c'est pour ça que ça nous intéresse ici, de Gilbert Simondon, il ne parle pas de recherche, mais il parle surtout d'études, ce qu'il appelle études approfondies. Et ce que je vous ai proposé comme développement est assez intéressant pour nous aujourd'hui, parce que c'est le résultat d'un texte et d'une conférence que lui avait fait dans le cadre, dans les années 50, d'une réforme des enseignements techniques dans les lycées. Vous voyez, donc il y a une certaine actualité. Et la question qui était posée, c'était précisément une question qu'on retrouve de manière assez brûlante aujourd'hui, qui est, au fond, qu'est-ce qu'on enseigne quand on enseigne une discipline professionnelle. Et la réaction de Simondon s'opposant au dressage professionnel est une réaction évidemment qui prend à la fois le contre-pied d'une orientation dite professionnelle de l'activité, mais également d'une orientation qui serait à l'inverse théorique. C'est-à-dire qu'en gros, les deux extrémités ou les deux pôles
renvoie à des préjugés qui sont à la fois différents et comparables. Hein. D'où et l'étude, évidemment, pour Simondon, pour donc des étudiants, c'est ce qui va favoriser ce qu'il appelle le déploiement de connaissances, puis de savoir. Hein. Donc, elle ne doit être en prise qu'avec l'expérience. Et à ce moment-là, évidemment, comment ne pas se dire que le principal ou la tâche principale est de tenter, au fond, de continuer à déconstruire l'opposition théorie-pratique, d'autant qu'elle est évidemment particulièrement virulente à l'université, cette opposition, ne serait-ce que dans l'organisation évidemment des savoirs, des disciplines, où elle reste primordiale. Et il s'agirait évidemment de penser à la façon de Simondon, au fond, le développement uniquement à partir d'expériences, hein, d'expériences pratiques, de ce qu'il appelle des schèmes théoriques. Voilà, peut-être que je m'arrête là. Merci. Oui, c'est ça, oui. C'était incontrôlé. Ouais. Voilà.